faire un rapide rappel de ce qu'on a vu mercredi. Donc, mercredi, nous avions commencé ce chapitre 5 sur l'affirmation de l'État dans le royaume de France. Je vous rappelle, dans un premier temps, et ce qui est très important à retenir, que ce cours est chronothématique, donc on va faire des bonds dans le temps, et on va faire des retours en arrière à certains moments, puisque dans ce cours, on va s'intéresser donc au renforcement de l'État dans une première partie, puis aux crises de l'État dans une deuxième partie, et ensuite l'affirmation extérieure de l'État euh, dans une troisième partie. Donc ce qui veut dire que on s'était intéressé mercredi au règne de François Ier et d'Henri II, donc de 1515 à 1559. Attention, à partir du grand C, on va faire un bond en avant dans la chronologie, puisqu'on va omettre de parler de la période 1559-1610, donc les règnes de François II, Henri III et Charles IX, et Henri IV, et on va directement passer par Louis XIII, puis ensuite on va faire une coupe, et on va pas parler de la période 1643-1661, et on va s'intéresser à Louis XIV. Donc retenez bien ça, hein. Me dites pas, et ne retenez pas que après Henri II, c'est Henri IV qui lui succède. Non, on a une période entre les deux avec les guerres de religion, et on le reverra plus tard. Là, on va parler des renforcements, puis ensuite des crises. Donc, les règnes à retenir, des principaux rois. François Ier, Henri II, Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. Le développement donc de l'État royal en France se renforce sous François Ier et Henri II. D'une part, par le biais donc du roi en sa personne. Je rappelle que le roi, depuis le Moyen Âge, est, est de droit divin, c'est-à-dire qu'il est le descendant de Dieu sur terre. Euh, et roi, une personne qui a le sang royal, donc euh, qui a par exemple, je vais pas y arriver, si, Euh, qui est donc de la dynastie et qui est donc de la famille du roi précédent. Il détient différents symboles, la couronne royale, le sceptre, fleur de Élysée pour le commandement, la main de justice et aussi son manteau, puisqu'il y a des événements importants qui montrent qu'il est le roi, notamment le sacre. À Reims, je le rappelle, par l'archevêque de Reims où il reçoit l'onction, c'est-à-dire la Sainte Ampoule, en loin, où il reçoit aussi euh, la couronne royale, et il détient aussi plus ou moins des pouvoirs divins, donc notamment le toucher des écrouelles. Il devient roi thaumaturge. Alors, la thaumaturgie et le fait d'être roi thaumaturge, ça n'est que pour les rois de France et d'Angleterre. Donc il peut guérir une maladie tuberculeuse qui est donc les écrouelles, directement en touchant la main, donc par sa main, les malades, lors de son sacre notamment. On avait vu à partir de François Ier qu'il développait son renforcement par le biais une cour qui était assez vivante, puisqu'il y avait entre 8000 et 12 000 personnes dans cette cour, avec notamment des artistes, des nobles, des princes de sang, donc de sa famille, qui le suivaient, puisque la cour était mobile, donc elle voyageait en même temps que le roi, et qu'en même temps, François Ier et Henri II vont avoir une politique de prestige, puisqu'ils vont, notamment François Ier, construire un château, le fameux château de Chambord, un château simplement pour faire ses fameuses parties de chasse, où il va aussi euh, recevoir de grands artistes, et notamment des artistes italiens, je vous en avais parlé, avec notamment Léonard de Vinci, qui va décorer, qui va peindre notamment de nombreuses peintures et des nombreuses œuvres dans le château de Fontainebleau. Et en même temps, le roi va étendre son domaine royal, en récupérant notamment le duché de Bretagne, le duché de Bourbon et le duché d'Auvergne. Et il ne reste plus que quelques duchés, un duché surtout, et quelques comtés qui vont être détenus par d'autres vassaux du roi, donc il ne détient pas directement euh, ce territoire. C'est bon pour cette première partie?
Ok, impeccable. Ah ben, on va passer sur le grand B. On va reprendre le grand B sur l'instauration du monarchie administrative et on va répondre aux différentes questions. Alors, le roi, à cette époque-là, sur François Ier et Henri II, va détenir un pouvoir et va être conseillé par certains éléments, notamment certaines personnes qui sont ses pairs qui sont au nombre de euh, 8 globalement et 6, entre 6 et 8 en fonction de la période, qui comprend donc des princes de sang, c'est-à-dire des personnes qui sont de sa famille, mais aussi des grands officiers de la couronne, notamment le chancelier, le connétable ou encore l'amiral de France, qui vont avoir un rôle de conseil du roi. Ensuite, François Ier va développer une administration moderne dans son royaume, à l'échelle du royaume et aussi à l'échelle des provinces. Et ça, c'est ce qu'on va voir donc avec ces différents documents et ces différentes questions. Première question, de qui le roi tient-il son pouvoir? Oui, et effectivement, on vous mettez ici hein, en haut donc de ce diagramme, le roi détient son pouvoir de Dieu, puisqu'il a un droit divin, mais aussi par l'hérédité, donc il a un droit de sang, puisqu'en fait il est roi parce qu'il est de la famille du roi précédent. Donc le roi précédent étant Charles VIII, il est le cousin de Charles VIII, le premier descendant indirect, puisque Charles VIII n'a pas eu de fils, et donc il pouvait devenir roi. Ok, deuxième partie de la question, quel type de loi fait-il? Alors il fait au niveau législatif, il va éditer ce qu'on appelle des actes royaux, qu'on peut caractériser en deux types, des édits et des ordonnances. Effectivement, merci. Donc une ordonnance, on vous mettez, hein, c'est une loi qui porte sur un grand nombre de sujets et qui s'applique à tout le royaume. Un édit, c'est un peu plus précis. Une ordonnance, c'est vraiment une loi générale. Bien. Deuxième question. Quels sont les rôles des parlements? Alors effectivement, alors dans un premier temps, on vous mettait, hein, les parlements, ils sont à l'échelle plus locale, à l'échelle de la province. On en retrouve 7 à l'échelle de la province, donc c'est-à-dire que si je reviens, oulala, si je reviens un peu en arrière, ici, chaque parlement, on a le parlement de Bordeaux, le parlement de Toulouse, le parlement de Marseille, de Lyon, on a le parlement de Caen, de Rennes. Ces parlements vont administrer à l'échelle locale la justice et l'administration. On est d'accord, effectivement, ils enregistrent les actes royaux, qui viennent directement du roi. Ils font acte de cour supérieure de justice, donc c'est eux qui vont avoir donc un rôle de justice à l'échelle locale. Et attention, le droit de remontrance, il ne peut être donné qu'à un seul parlement, c'est le Parlement de Paris. Le Parlement de Paris, je fais un peu, je vais un peu plus dans les détails, c'est c'est le parlement parmi tous les parlements. C'est-à-dire que c'est celui qui va centraliser l'ensemble des parlements et l'ensemble finalement des remontrances. Qu'est-ce que c'est qu'un droit de remontrance? On vous mettait ici, hein. C'est le droit de présenter des observations au roi au sujet des actes enregistrés. C'est-à-dire que si le roi édite une ordonnance ou un édit, et que certains éléments de cet édit ne sont pas en accord avec le Parlement de Paris peut faire des modifications de cet acte, le faire remonter, c'est ça le fait de remonter, remontrance, au roi, et à partir de ce moment-là, le roi décide si oui ou non il change son édit. S'il décide que son édit ne doit pas être changé, on le verra plus tard, il peut, ce qu'on appelle, faire un lit de justice, donc imposer directement au Parlement de Paris un acte royal. Ok. Ensuite, document 3. Miniature du XVIe siècle. Nous montrons donc le collège des notaires et secrétaires du roi auprès de la chancellerie. Question, à quelle administration appartient ce personnel?
Alors, il appartient à une administration moderne, c'est là oui, mais surtout, ah oui, effectivement, à la chancellerie royale. Cette chancellerie royale, on le voit ici, c'est le fait du chancelier. On le mettait aussi ici. Ces officiers servent auprès du chancelier. Globalement, le chancelier, je le rappelle, c'est celui qui est le gardien des sceaux. Donc du sceau royal, c'est celui qui va avoir le tampon euh, qui va donner un acte officiel aux différents actes et aux différents édits prononcés par le roi. Je reviens rapidement sur la question de Jules, que je n'avais pas vue, concernant la maladie des écrouelles. Alors cette maladie, c'est une maladie tuberculeuse. Il est considéré, pour les rois du Moyen Âge et de l'époque moderne, que les rois de France avaient le pouvoir donc de guérir cette maladie juste par le toucher. C'est-à-dire que le roi touchait l'endroit, donc le cou des malades, et quelques jours plus tard, eh bien, le malade n'était plus malade, il était guéri. Voilà, tout simplement. Sinon, bah, effectivement, on essayait de le guérir tant bien que mal, une maladie tuberculeuse. Évidemment, je crois que ce qui était le plus efficace pour toutes les maladies à cette époque-là, c'est de faire des saignées. Hein, on purge le sang. Évidemment, ça n'a pas vraiment fonctionné. Et quand on a des écrouelles, eh bien, on reste souvent malade et on a un pourcentage de morts très très élevé. Voilà pour répondre à ta question, Jules. Si ça t'intéresse un peu plus sur la thaumaturgie et donc le fait que les rois sont des rois thaumaturges, je te conseille vivement de lire un extrait ou le résumé du livre de Marc Bloch qui s'appelle Les rois thaumaturges. Très intéressant, mais il faut vraiment aimer l'histoire. Bref. Prochaine question. Je reviens un peu à mon administration royale. Documents 1 et 5. On vous demandait quels sont les deux types d'impôts. Alors, quels sont les deux types d'impôts qu'on peut retrouver sous le règne de François Ier? On va retrouver... Ah oui, les impôts directs et les impôts indirects, effectivement. Attention, et là je vous fais un petit... attention, ouais. Ne confondez pas impôt direct et impôt indirect. Alors l'impôt direct par excellence, c'est la taille. Bon, vous le mettez ici, hein. La taille, c'est l'impôt sur les foyers. Et attention aussi, cet impôt donc sur le logement et sur les foyers, il n'est pas payé par tout le monde. Il est exempté pour le clergé et la noblesse. Le clergé et la noblesse ont ce qu'on appelle donc des privilèges et ne payent pas cet impôt. Les impôts indirects, comme les aides, la gabelle et les traites, n'ont pas le même rôle. L'impôt direct pèse sur le revenu des personnes, c'est ce que je vous mettais dans ma correction, alors que les impôts indirects pèsent sur les opérations courantes et sont versés à l'État par une autre personne que celle qui supporte le coût. Cet impôt indirect, elle est reçue par les élus receveurs. Elle est notamment sur des marchandises. La plus importante, c'est celle sur le sel, qu'on appelle la gabelle, mais aussi pour les marchands sur le fait de circuler dans les provinces ou à l'étranger. Et là, on paye aussi une petite taxe, donc qui est la traite, pour circuler de tel à tel endroit. L'impôt direct, il est directement payé par le contribuable, notamment par les villageois. Et c'est ce que je vous mets à la suite. Comment ils sont répartis et collectés. L'impôt direct sont collectés donc par les villageois élus dans les paroisses et par les élus receveurs dans les grandes villes. L'impôt indirect n'est collecté que par les receveurs et par les élus dans les grandes villes ou encore par les douaniers, notamment pour les traites. Voilà. Question numéro 5 et document 2. Alors je ne vais pas relire les documents, vous les avez déjà lus notamment chez vous. Quel avantage et quel danger pour la royauté représente la vente et l'hérédité des offices, d'après ce document
publié en 1990. Les plus riches ne payent pas. Jules, c'était pour la question numéro 5 sur ce document? Alors effectivement, les plus riches ne payent pas. Enfin, l'avantage principal dans ce document qu'on vous met, c'était surtout que cette vente permet à la monarchie et au roi de s'enrichir. Puisque vu qu'il va donner un prix de l'office, forcément ça va permettre d'enrichir le roi. Par contre, l'hérédité, ça permet simplement d'assurer à moindre frais l'administration, puisque dès que euh, un office a été payé, il est ouvert, et du coup on a une hérédité, donc on est sûr d'avoir des officiers au fur et à mesure euh, dans le temps. Mais problème, les, euh, au niveau donc du danger, ces derniers ne peuvent pas être renvoyés par le roi, et ce dernier échappe aussi au contrôle du pouvoir, donc il échappe au contrôle royal, et il retarde ou déforme l'exécution des ordres royaux. Donc ça freine aussi un peu l'administration, puisque les officiers, vu qu'ils ont payé pour leurs offices, eh ben maintenant ils en font un peu euh, qu'à leur tête, et le roi ne peut rien dire. Donc d'un côté c'est bien parce que ça enrichit dans un premier temps le roi, ça permet d'avoir des officiers en continu, mais ces officiers se sentent intouchables, et ça pose des problèmes sur le pouvoir monarchique, et sur le fait donc que le roi n'est pas le seul à décider de ses fonctionnaires. Dernière question. Alors par contre, pour Jules, les plus riches ne payent pas, ils ne payent pas la taille. Hein, la noblesse ne paye pas la taille, donc ils ne payent pas l'impôt sur les foyers. Dernière question de cette activité. Que change l'ordonnance pour l'administration? Donc cette ordonnance de Villers-Cotterêts. Villers-Cotterêts, vous connaissez sans doute cette ville, puisque c'est une ville de l'Aisne, euh, qui n'est connue finalement que pour son ordonnance. Voilà. C'est comme le Cateau-Cambrésis, un peu plus dans le nord, qui n'est connu que pour sa paix entre François Ier et Charles Quint. Globalement, ce sont des villes qui sont maintenant historiquement connues juste pour des actes royaux. Alors, quel est le changement de cette ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539? Le premier élément qu'on pouvait montrer, c'est que cette ordonnance assure la clarté et la compréhension des arrêtés afin qu'aucune ambiguïté ou incertitude ne soit décelée. C'est-à-dire que maintenant, tous les édits et les actes royaux qui vont être développés dès 1539 sont les plus clairs et les plus précis possibles afin qu'il n'y ait plus d'ambiguïté ou d'incertitude qui soit mise en avant à partir de ce moment-là. Et deuxième élément qui est très important et qui est en fait la base de cette ordonnance, c'est l'article 111. Eh bien, le français va devenir l'unique langue officielle de l'administration royale. Tous les actes, tous les arrêts vont être écrits en langue française, donc en langue maternelle, afin que l'entièreté de la population puisse la lire, ou pour ceux qui savent lire, bien sûr, et qu'il n'y ait donc plus d'ambiguïté, avec du latin, par exemple. À l'époque, on lisait encore en latin, et alors là, on enlève le latin, et on écrit tout en français. Et le deuxième élément qui permet au roi de mieux connaître sa population, c'est l'article 51, qui était à retenir, puisque le roi, à partir de ce moment-là, on vous met sera tenu au registre pour preuve des baptêmes, lesquels contiendront le temps et l'heure de la naissance, et dont l'extrait servira à prouver le temps de la majorité et ou de la minorité, et fera pleine foi à cette fin. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à partir de cet article, les paroisses vont être obligées de recenser l'ensemble de sa population dans des registres indiquant l'heure et la date de naissance de chaque individu. À partir de 1539, on connaît précisément la population française
du royaume de France et combien de personnes habitent dans telle ou telle paroisse, dans telle ou telle province. Et ça se permet aussi au roi de connaître qui paye des impôts et qui ne les paye pas. Et même en temps de guerre, qui est apte à rentrer dans l'armée, puisque à partir de la majorité, un homme peut rentrer dans l'armée, et qui ne le peut pas. Voilà globalement la grande avancée qu'on retrouve sous François Ier dans sa administration. Cette administration qui va être de plus en plus importante, c'est ce qu'on va voir dans la trace écrite qui suit donc cette activité. Je vous lis la trace écrite. Donc l'administration royale a été mise en place en France au Moyen Âge, et au début de l'époque moderne, son fonctionnement général reste globalement le même. Le roi est assisté par des ministres, qu'on retrouve ici, conseils et grands conseillers, et grands officiers, pardon, dans des prises de décision qui prennent la forme de textes qu'on appelle édits ou ordonnances. Dans tout le pays, des fonctionnaires sont chargés de l'administration, de la justice et de la levée des impôts. Le nombre croît, puisque ces fonctionnaires vont être au nombre de 6 000 sous François Ier et vont être jusqu'à 45 000 sous Louis XIII. Retenez bien ces chiffres, cette multiplication d'officiers, puisque ça va avoir un rôle très important durant le règne de Louis XIII. Ainsi, le roi améliore la collecte de l'impôt et donc sa puissance. Dernier élément, pour obtenir plus de revenus, le roi du XVIe siècle décide de vendre les offices, qui deviennent même héréditaires, et les officiers sont donc moins obéissants. Alors que va faire le roi? On ne vous met pas ici, mais on vous met dans un autre document. Et bien pour faire inspecter les officiers, il va instaurer ce qu'on appelle des commissaires, c'est-à-dire des juges qui vont juger donc les officiers dans les provinces, afin de permettre aux officiers d'être les plus efficaces possibles, puisque l'on vous dit qu'ils échappaient un peu au contrôle du pouvoir. Avec les commissaires, ils sont obligés de suivre les ordres royaux. Ce qui nous amène à notre grand C, le renforcement de l'autorité de l'État sous les règnes de Louis XIII et de Louis XIV, et la mise en place de l'absolutisme, et en commençant par l'État monarchique selon Louis XIII et Richelieu. Donc là on fait un saut et un bond en avant dans le temps. On était passé de François Ier et d'Henri II jusqu'en 1559, là on va arriver en 1610. Donc on a à peu près 70 ans, qu'on exclut pour le moment, mais qu'on reverra dans le grand 2. Alors, Louis XIII, que vous pouvez voir juste ici, fils donc d'Henri IV, va avoir un règne assez délicat et assez mouvementé, on va dire. On sort des guerres de religion depuis une dizaine, une vingtaine d'années, mais à partir de ce moment-là, le royaume de France euh, a, a toléré donc les protestants, mais les protestants vont avoir une fâcheuse tendance à être un contre-pouvoir du roi et vont s'opposer rapidement au roi. Euh, Louis XIII va avoir beaucoup de difficultés à s'imposer au début de son règne, euh, notamment à partir de 1614. C'est ce qu'on va voir avec le document 2, page 168. Richelieu face au désordre. Je lis le document. Lorsque votre majesté se résolut à me donner en même temps et l'entrée de ses conseils et une grande part de sa confiance pour la direction de ses affaires, je puis dire avec vérité que les huguenots, qu'on appelle aussi protestants, partageaient l'État avec elle, que les grands se conduisaient comme s'ils n'eussent pas été ses sujets, et les plus puissants gouverneurs de province comme s'ils eussent été souverains dans leur charge. Je puis dire encore que les alliances étrangères étaient méprisées, les intérêts particuliers préférés aux intérêts publics, en un mot, la dignité de votre majesté royale tellement ravalée en si différente de celle qu'elle devait être, qu'il était presque impossible de la reconnaître. Outre toutes les difficultés que je représentais
à votre majesté, je lui promis d'employer toute mon industrie et toute l'autorité qui lui plaisait de me donner pour ruiner le parti huguenot, rabaisser l'orgueil des grands, réduire tous ses sujets à leurs devoirs et relever son nom dans les nations étrangères au point où il devait être. Donc selon Richelieu, dans Testament politique. D'après ce document, ma question est la suivante. Quelles sont les oppositions à l'État que l'on retrouve au début du règne de Louis XIII? Qui s'oppose à Louis XIII? Est-ce que Richelieu va s'opposer à Louis XIII? Mais qui va faire ce fameux désordre? Oui, Maël, effectivement. Le premier qui va faire des désordres, c'est les Huguenots. On vous le met ici. Euh, je peux dire en vérité que les Huguenots partagent avec les États, avec elles, ainsi de suite. Globalement, ici, les protestants vont s'opposer au roi. Quelle est l'autre grande partie qui vont s'opposer au roi? Alors oui, effectivement, les alliances étrangères. Bon, ça, on va le voir, mais on le voit pas trop dans ce document. Mais effectivement, à partir du début du règne de Louis XIII, on va aussi avoir une guerre importante qui va se mettre en place contre notamment les Habsbourg. C'est la guerre de 30 ans et qui donc vont s'opposer aussi au roi. Mais à l'intérieur du royaume, ouais. Ah, ça, on l'a déjà vu. Oui. Alors normalement, je vous avais déjà donné dans le petit 1 la définition de grand. Ce sont les membres de la haute noblesse. Donc c'est les grands nobles du royaume. Effectivement, ce sont les huguenots et les grands qui vont s'opposer au pouvoir du roi. Puisque les grands, ils se conduisent comme s'ils n'ont jamais été les sujets du roi. C'est quand même fort. C'est-à-dire qu'ils s'opposent directement au roi qui est normalement de droit divin, et qui est donc le, le garant et le Dieu sur terre, hein, le descendant de Dieu sur terre dans le royaume de France. Et donc ils vont s'opposer au roi. À partir de ce moment-là, effectivement, Louis XIII va essayer donc de s'imposer, mais il va céder pour cela d'une personne très importante qu'on retrouve ici, qui est le fameux cardinal de Richelieu à partir de 1624. Ce cardinal, il va être considéré comme étant le premier ministre de Louis XIII, pardon. C'est-à-dire qu'il va être le bras droit de Louis XIII et il va l'aider dans sa politique intérieure, mais aussi dans sa politique extérieure. Si on reprend les documents 1 et 3, pages 168 et 169, quelles vont être les actions menées par l'État, et notamment par Louis XIII, à l'égard des protestants et aussi à l'égard des grands? Qu'est-ce qu'il va faire, Louis XIII? Ah, il s'impose comment? Qu'est-ce qu'il va faire face aux protestants? On vous met hein, le siège de La Rochelle ordonné par Louis XIII. Ouais. Et commandé par le cardinal de Richelieu, commence le 10 septembre 1627. Elle s'achève par la capitulation de la cité protestante. Ouais, effectivement, il va persécuter les protestants. Il va faire la guerre en fait contre les protestants, contre les huguenots. Il va même faire le siège de La Rochelle. La Rochelle, c'était la grande cité protestante à cette époque-là. C'était la capitale des protestants sous Louis XIII. Et donc du coup, à partir du moment où la, la capitale des protestants va être prise par Louis XIII,
les Huguenots vont capituler, ils vont se rendre, et en 1629, on va avoir une paix qui va se faire entre le gouvernement de Louis XIII et les protestants, qu'on appelle la paix d'Alès. On vous le met d'ailleurs ici. Euh, L'édit d'Alès retire leur place forte aux protestants, et une paix s'impose dans le royaume, euh, et donc du coup, le roi va s'imposer face aux protestants. Deuxième élément, que va faire le roi face aux grands, face à la noblesse, pour s'imposer? Effectivement, on vous le met ici. Louis XIII, il va exécuter sur place publique le marquis de Cinq-Mars, qui était donc un marquis, donc il faisait partie de la haute noblesse, qui était humilié par le cardinal de Richelieu, et qui avait donc comploté contre ce dernier. Finalement, Louis XIII l'a su, comploter contre son bras droit, qui l'aide à s'imposer, ça lui a pas trop plu. Il va donc emprisonner dans un premier temps le marquis de Cinq-Mars et son ami le marquis de Toux, et va l'exécuter sur place publique, place des terreaux à Lyon, pour faire un exemple finalement au contre-pouvoir des grands. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, à partir de 1640, celui qui s'opposera de la noblesse au roi sera condamné à mort. Et là, on a donc l'état monarchique qui se renforce encore un peu plus sous Louis XIII et qui se renforce vers un système absolu, une monarchie absolue qu'on retrouvera quelques années plus tard avec le fils de Louis XIII et notamment Louis XIV. Et ça, je rebondis un peu avec ce que tu m'as dit, Léa, tout à l'heure. Effectivement, on retrouve trois éléments du règne de Louis XIII, et votre document 5, page 169, résume globalement le règne de Louis XIII, puisqu'on a la guerre, la population et l'État qui vont soit s'affirmer, soit se développer. Je vous lis rapidement le document. La guerre continuelle avec l'Espagne a produit 1000 monstres difformes qu'on appelle financiers, qui ont tout pillé par les impôts de taille, subsistance, aisés, sous-aisés, crus, que les sergents ont levé à leur fantaisie, saignant par ce moyen à blanc le pauvre peuple, qui a eu et a encore plus de charges que tout son revenu ne vaut. L'autre malheur qui a poursuivi le peuple a été le continuel ou du moins le fréquent logement des soldats impitoyables chez les paysans. Il y avait aussi dans chaque province un ou deux commissaires ou intendants, ayant autant de pouvoir que le roi même, tant leur commission était ample, mais c'était seulement pour piller et non soulager les provinces. On a créé tant de nouveaux offices et officiers que le nombre en est inconnu, quoique les mots qui en ont découlé ne soient que trop connus. Aussi tient-on que durant ce règne de sang, de fer et de cruauté, on a exigé plus de sommes sur les peuples de France qu'il n'en était levé depuis l'érection de la monarchie, donc selon le journal de Pierre Vachery qui était prêtre du diocèse de Limoges. Alors ce qui est intéressant avec ce document, c'est qu'il va faire un résumé de ce qui se passe durant le règne de Louis XIII. On vous parle dans un premier temps, je vous reprends la chronologie. Louis XIII nomme Richelieu grand conseiller, conseiller du roi, chef du conseil, et il est considéré comme le premier ministre. Il va bouter et combattre les protestants de son royaume, 1629, la capitulation de La Rochelle. Entre-temps, en 1635, on retrouve la guerre de 30 ans, c'est-à-dire que la France va être opposée à l'Espagne des Habsbourg, c'est la dynastie espagnole des rois d'Espagne à ce moment-là. Puis ensuite, on va voir la mort de Richelieu et la mort de Louis XIII, et entre-temps, Louis XIII va s'imposer face aux nobles en exécutant ceux qui complotent contre lui. Que nous montre ce document? On a dans un premier temps, on voit cette guerre de 30 ans, qui est donc très importante, qui va être source d'impositions de plus en plus élevées du roi, puisque, je le rappelle, quand on fait une guerre, la guerre, ça coûte cher et ça coûte de l'argent. Et qui paye pour faire la guerre? Ce sont les paysans
qui vont avoir des impôts qui vont être encore plus élevés, notamment par le biais de ces fameux intendants qui vont être euh, dans toutes les provinces et qui vont donc imposer le peuple de façon plus importante, puisqu'on a aussi de plus en plus d'officiers et de fonctionnaires. Je vous l'avais mis dans la trace écrite précédente, sous Louis XIII, on a à peu près 45 000 fonctionnaires, 45 000 officiers, alors que sous François Ier, on en avait que 6 000. L'administration, elle est très très forte, sachant que les offices sont vendus et elles sont héréditaires. Donc, si on résume rapidement, la monarchie et l'état monarchique sous Louis XIII et Richelieu, c'est ma trace écrite. Durant le règne de Louis XIII, entre 1610 et 1643, le pouvoir est menacé par les grands, on l'avait vu, et le soulèvement des protestants. On le reverra progressivement, les protestants, ils sont acceptés dans le royaume après les guerres de religion, mais ils vont quand même se soulever. Donc afin de renforcer son pouvoir, Louis XIII confie le poste de Premier ministre au cardinal de Richelieu en 1624. Ce renforcement passe par le recours aux armes, qui permet au roi de reconquérir les places fortes concédées aux protestants, comme La Rochelle, en 1628. Le roi sévit aussi contre certains nobles, il va interdire les duels, va confisquer les châteaux des personnes qui vont être hostiles à son pouvoir, et l'absolutisme, c'est-à-dire que le roi est l'unique détenteur de sa souveraineté, qui rend alors illégitimes les contre-pouvoirs, suppose le développement du nombre des officiers qui, depuis 1604, peuvent transmettre leurs charges à leurs fils contre le paiement d'une taxe. Une nouvelle noblesse apparaît aussi, je vous le mettais ici, c'est la noblesse de robe, et enfin, dès 1635, Richelieu engage la France dans la guerre de 30 ans, donc 1635, 1665, pardon, pour affaiblir les Habsbourg, qui est donc la dynastie des gouvernants en Espagne et dans le Saint-Empire. Je vous le mets, hein, Charles Quint, qu'on avait vu dans le chapitre précédent, était un Habsbourg, et donc l'ensemble des rois d'Espagne sont de cette dynastie, et sous Louis XIII et Louis XIV, c'est Philippe II. Et dès 1643, pendant l'enfance de Louis XIV, le pays est essentiellement dirigé par le cardinal de Mazarin, Premier ministre et favori de la mère du roi. On reverra cette période 1643-1661 dans le Grand II, puisqu'on va vite passer quelques années, on va arriver à 1661, puisque les choses vont rapidement évoluer après la mort de Mazarin en 1661. C'est mon petit 2. La mise en place donc de l'absolutisme avec Louis XIV. Je reviens rapidement sur un nota bene que je vous avais mis aussi dans votre cours. Je vous ai mis un lien du site Futura Science qui est un article qui nous montre comment on devient noble en France sous l'Ancien Régime et qui vous montre en fait la place prépondérante des offices et de cette petite taxe qui permet ensuite d'avoir en fait le droit d'être un officier du roi, qui va être très très importante à cette époque. Euh, et donc du coup, je vous conseille vivement de lire cet article. Ça prend 5 à 10 minutes grand maximum pour comprendre un peu mieux comment ça se passait sous Louis XIII et sous Louis XIV. Est-ce que ça va pour le moment? Je vais pas trop vite? Ok, impeccable. Bien, dernier saut dans le temps. On arrive à 1661 et au règne personnel de Louis XIV. Je vous rappelle quelques éléments de contexte. Alors je vous le mets, hein, avant le règne de Louis XIV, le pouvoir ne peut pas être considéré comme étant absolu. Un pouvoir absolu, c'est le fait que le roi ou la personne détient exclusivement tous les pouvoirs. Il est conseillé, certes,
mais il détient tous les pouvoirs. On peut pas considérer que on a une monarchie absolue sous Louis XIII ou sous François Ier, puisque il est conseillé par des personnes, par exemple Richelieu, euh, qui conseille Louis XIII, donc ce n'est pas un pouvoir absolu. Notamment aussi parce qu'on a l'instauration de contre-pouvoirs qui vont s'opposer au roi. Ces contre-pouvoirs, ils sont de différentes formes. On va avoir le Parlement de Paris. Je rappelle qu'il peut faire des remontrances. Donc le fait de faire des remontrances, c'est de s'opposer au roi. On va avoir aussi l'instauration des États généraux. Alors les États généraux, vous devez connaître notamment ceux de la Révolution française du 5 mai 1789, la mise en place des États généraux. Retenez bien donc que ces États généraux, ils ont été déjà mis en place dans les règnes précédents. C'est une commission d'élus des trois ordres que composait donc la société de l'Ancien Régime, la noblesse, le clergé et le tiers-état, vous devez savoir, puisque vous l'avez déjà vu en quatrième, et qui sont convoqués simplement en cas de crise du pouvoir, et ils peuvent par exemple refuser les impôts ou donner des conseils au roi. Ce qui va aussi affaiblir le pouvoir, et on le verra dans le Grand 2, ce sont les guerres de religion. Et dans un autre temps, le pouvoir n'est pas absolu, puisqu'on va avoir un pouvoir qui est partagé. Je vous l'avais mis avec Richelieu, qui va être le premier ministre de Louis XIII entre 1624 et 1642. Et puis pendant l'enfance de Louis XIV, le cardinal Mazarin, un autre cardinal, va diriger le pays entre 1642 jusqu'à sa mort en 1661. À la mort de Mazarin, Louis XIV va devenir roi et va décider de gouverner seul. Alors là, je vous donne différents éléments qui vous montrent les états généraux, ma diapo numéro 24, avec ici, sous Louis XIII, eh bien, on va avoir un droit de remontrance du Parlement de Paris, et Louis XIII va devoir aller s'expliquer devant le Parlement sur un de ses édits, puisqu'il va faire un lit de justice. Donc c'est le fait que le roi va aller au Parlement pour s'expliquer, et il va aussi instaurer les états généraux en 1614, à la suite en fait de sa de son 4 ans après le début de son règne, notamment avec cette question protestante, comme on a pu le voir euh, précédemment. On va s'intéresser rapidement au document de page 174, mais rapidement, je vais relire la trace écrite, cette première partie de cette trace écrite. Donc malgré un net renforcement au XVIe siècle, le pouvoir royal n'est pas absolu dans la première moitié du XVIIe. Il se heurte à des contre-pouvoirs, le Parlement de Paris, qui peut faire des remontrances, ou les États généraux. Il est affaibli aussi par les guerres de religion, et il est partagé par le cardinal de Richelieu et des premiers ministres, qui dirigent le pays, et puis ensuite, sous l'enfance de Louis XIV, le cardinal de Mazarin, qui va être aussi Premier ministre et favori de la mère du roi, mais cela va évoluer à partir de 1661 avec l'instauration du pouvoir absolu de Louis XIV. Je vous lis le document. La justification du pouvoir absolu. Toute puissance, toute autorité réside dans la main du roi, et il ne peut y en avoir d'autre dans le royaume que celle qui y établit. Pardon. Tout ce qui se trouve dans l'étendue de nos États, de quelque nature que ce soit, nous appartient au même titre. Celui qui a donné des rois aux hommes, c'est-à-dire à Dieu, a voulu qu'on le respectât comme ses lieutenants, se réservant à lui seul le droit d'examiner leur conduite. Sa volonté est que quiconque est né, sujet, obéisse sans discernement. L'assujettissement qui met le souverain dans la nécessité de prendre la loi de ses peuples est la dernière calamité qui puisse tomber un homme de notre rang. Il faut demeurer d'accord que quelque mauvais que puisse être un prince, la révolte de ses sujets est toujours infiniment criminelle. Donc, Louis XIV, Mémoire et instructions de Louis XIV pour le Dauphin, volume 1 en 1661. D'après ce document, pourquoi le pouvoir du roi doit-il être absolu, selon Louis XIV?
globalement, je vous attends. Effectivement, Jules, tout à fait, parce qu'il est l'envoyé de Dieu, on vous le met ici, hein. Celui qui a donné des rois aux hommes, c'est-à-dire à Dieu, a voulu que l'on respectât comme ses lieutenants, c'est-à-dire que, à partir du moment où il a le droit divin, le roi ne doit pas être opposé. C'est-à-dire que ses sujets, donc la population, la noblesse, les protestants, qui que ce soit du royaume, doit être sujet du roi et ne doivent pas s'opposer au roi. Ce n'est pas possible. Seul le roi décide dans son royaume, puisqu'il est l'envoyé de Dieu sur terre. On vous met dès le début, toute puissance, toute autorité réside dans la main du roi, et il ne peut y en avoir d'autre dans le royaume que celle qui l'y établit. Cette première phrase nous montre bien que tout le pouvoir est détenu par une seule personne, à savoir le roi. Alors que va décider le roi Louis XIV dès 1661? C'est vos documents 1 et 3, page 174. Votre document 1 qui vous montre Louis XIV en son conseil, et le document 3 qui est donc un organigramme du pouvoir central de Louis XIV. Alors globalement, quels sont les changements par rapport à ce qu'on a vu avec sous François Ier? Vous pourrez reprendre votre document 1, page 160. Quels sont les changements dans l'organisation du pouvoir central par rapport à celui qu'on a vu précédemment? Oui, il est beaucoup plus simple, et surtout, qu'est-ce qu'on a? On a surtout le roi, qui est le plus, la personne la plus importante du royaume, et tous les autres sont des sujets du roi. Jules va nous écrire quelque chose. Plus ou moins. C'est-à-dire que il va décider seul. Alors, je vais expliquer un peu plus en détail. D'un côté, on a donc des conseillers. Le roi a des conseillers, hein, le conseil d'en haut sur les grandes affaires du royaume, le conseil des partis sur la justice, le conseil des finances donc sur les finances, le conseil des dépêches sur les relations avec les provinces. Ils ont tous ces conseils n'ont rôle que de conseil, c'est-à-dire le roi décide seul. S'il est, s'il pense que les conseils donnés ne sont pas en son accord, il n'est pas obligé en fait de suivre les conseils de ces derniers, parce que c'est lui seul qui va décider. Et dans un autre côté, il va avoir des grands conseillers, comme le chancelier, le contrôleur général des finances, les secrétaires d'État, qui eux vont exécuter les ordres de Louis XIV. Et eux n'ont pas le droit de remontrance, ils n'ont pas le droit de s'opposer au roi. Le roi décide, les gouverneurs exécutent. Et même chose dans les provinces, on va voir l'instauration de ces fameux intendants sous Louis XIII qui vont avoir une place beaucoup plus importante sous Louis XIV. Ces intendants vont faire figure du roi dans les provinces. Ce sont les délégués du roi, notamment au niveau justicier, au niveau de la police et au niveau des finances. Et donc du coup, vont retranscrire les décisions du roi dans les provinces. Donc c'est ce que je vous mets en fait dans ma trace écrite qui suit. Globalement, à partir du 10 mars 1661, au lendemain de la mort de Mazarin, Louis XIV va décider de gouverner seul. Il gouverne sans Premier ministre, à l'instar de son père, et va inaugurer donc ce qu'on appelle le début de son règne personnel. C'est ce règne qu'on retient essentiellement pour Louis XIV, 1661-1715, puisqu'il va prendre les décisions seul en ce qui concerne le pays et en ce qui concerne la politique étrangère. Il va même retirer au Parlement de Paris, chose qui n'était jamais arrivée auparavant, son droit de remontrance. Maintenant, le Parlement de Paris ne veut plus s'opposer aux édits royaux, puisqu'ils ne peuvent plus faire remonter ce qui ne leur va pas dans leur enregistrement. Dès que le roi décide d'un acte, il est directement enregistré. Il adopte aussi un gouvernement très centralisé, dont l'organe principal est ce qu'on appelle le Conseil. Et attention,
Ce conseil sont des hommes qui sont choisis non pas parce qu'ils sont des nobles ou qu'ils sont des princes ou qu'ils sont de la famille du roi, mais parce qu'ils sont fidèles au roi et qu'ils ont des compétences importantes. C'est pourquoi, à partir de Louis XIV, et retenez certains de leurs noms, on va avoir des conseillers qui ne sont pas forcément de la haute noblesse, ne sont pas des grands, comme Vauban, comme Colbert, et qui vont avoir un impact fondamental dans la politique du roi, au niveau financier ou au niveau militaire, notamment pour Vauban et Colbert, on le verra dans le Grand 2 et surtout dans le Grand 3. Et dernier élément, la centralisation passe par l'envoi dans les provinces, donc ce qu'on appelle ces fameux intendants, investis de missions fiscales, judiciaires et policières, mais aussi chargés de favoriser le développement économique du royaume. Placé à la tête de l'administration peu nombreuse, il va supprimer un bon nombre d'officiers, parce que 46 000 c'était beaucoup trop. Il va contrôler les communautés d'habitants chargées de lever les impôts directs. C'est les intendants qui s'occupent des provinces et des paroisses. Dernier élément, et je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, la cour va s'installer à Versailles à partir des années 1680 et va devenir le lieu d'un véritable contrôle de la grande noblesse par Louis XIV. À partir du moment où Louis XIV va s'installer à Versailles, Versailles va devenir l'instrument de la politique absolutiste de Louis XIV par son contrôle de la haute noblesse euh, par ce dernier. Bien. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, puisque là vous allez avoir une deuxième activité à faire. Euh, je vous la transmets de suite donc dans le document court. Cette activité est donc à faire pour mercredi et pour la suite donc du cours qu'on fera donc le 6 mai. Oui. Donc une activité sur Louis XIV et Versailles, qui est un peu différente des autres, hein. Là, je vais pas vous demander à répondre à différentes questions. Là, ça va être un peu plus sophistiqué. Je vais vous demander de faire une petite rédaction. Voilà, je vous la montre, elle est juste ici. Et je vais vous lire la consigne. Ce que je vous demande, c'est donc de faire comme un journal de bord de votre visite à Versailles. Vous êtes un ami proche d'Henri-Jules de Bourbon-Condé, qui est donc prince de sang français, prince de Condé, et qui va devenir le duc de Guise. Ce dernier va vous inviter à Versailles pour côtoyer la cour du roi Louis XIV dès le mois d'août 1706. Vous décidez alors d'écrire vos mémoires afin de laisser une trace de votre, voyage à votre famille restée en province, qui est restée en tirage. Pour cela, vous utiliserez les documents du manuel, pages 176-177, en mettant l'accent sur différents éléments, la vie de la cour à Versailles, les activités du roi, les distractions de la cour et les moyens mis en place par Louis XIV pour attacher la noblesse à Versailles. Donc globalement, vous me faites une petite rédaction d'une vingtaine, trentaine de lignes grand maximum, présentant les différents éléments que je vous ai mis ici.